Pourquoi cette réduction du point de vue de la recherche, Monsieur le Président? Que la baisse de la recherche est due à une réduction des investissements. On ne peut discuter de cela sans rappeler que ce pays a subi un coup d'État en 2016, puis la folie du président a suivi. Une bonne histoire, mon gars. Bolsonaro, qui non seulement a pratiquement détruit les universités, mais n'a rien fait pour les universités brésiliennes, n'a rien fait pour les bourses, n'a rien fait pour la culture, n'a rien fait pour l'égalité raciale, n'a rien fait pour les peuples autochtones. Les gens ne peuvent pas se plaindre sans se souvenir de ce qui s'est passé. La tempête qui s'est abattue sur ce pays. Nous reprenons et il ne manquera pas d'argent pour la recherche. Il ne manquera pas d'argent pour construire de nouveaux laboratoires. Il ne manquera pas d'argent pour les hôpitaux universitaires. D'ailleurs, il est important de rappeler que dimanche, il y aura une action au niveau national de tous les hôpitaux universitaires qui feront des opérations, vous savez, pour le peuple brésilien, pour réduire la file d'attente. Tous les hôpitaux universitaires du Brésil vont s'engager. Ils vont consacrer le dimanche à opérer le peuple brésilien. Certainement, ici en Bahia, cela aura lieu. Hôpital de l'UFBA. Merci. La prochaine question, Président, concerne les peuples autochtones et l'hôpital de Bahia. J'ai des données à apporter à l'UFBA. Aujourd'hui, il existe 4 anciens territoires en Bahia, délimités par la FUNAI depuis longtemps, mais les homologations officielles du ministère de la Justice n'avancent pas, et la justification du ministère est la suivante. Ce retard est lié à la loi 14 701 connue sous le nom de loi du cadre temporel. Même si ces terres indigènes de Bahia sont antérieures à la Constitution de 88, Monsieur, vous avez opposé votre veto à la loi, mais le Congrès l'a annulé. La semaine dernière, j'apporte cette information. La Cour suprême, opposée au marco temporal, a tenu une dernière réunion de conciliation sur une terre indigène à Santa Catarina, sans parvenir à un accord. Question suivante, Monsieur le Président. Comment le gouvernement compte-t-il gérer cela, cette lutte de pouvoir à partir de maintenant? Comment les forces de sécurité fédérales peuvent-elles être mobilisées pour prévenir de nouveaux conflits, surtout dans le sud de Bahia? Laissez-moi d'abord vous donner une information. D'accord. Une information très importante. Nous avons pris nos fonctions en 2003. Depuis lors, nous avons déjà eu la régularisation des territoires quilombola. 21 titres et 32 décrets de déclaration. C'est le plus grand de l'histoire du Brésil. Concernant la question indigène, nous avons déjà reconnu et légalisé 13 terres indigènes qui ont été définitivement homologuées et il y a eu 11 arrêtés déclaratoires. C'est la plus grande réalisation en une seule période de gouvernement dans ce pays. Alors, que se passe-t-il en fait et en droit? Voyez, je pense que moi, quand le Congrès national s'est comporté, vous savez, en essayant de renverser mon veto sur la question du marco temporal, la plupart des choses qui ont été faites, c'est ce qui avait été approuvé au Congrès national qui est resté. Ce qui est en vigueur, c'est ce qui a été approuvé au Congrès national. Le ministre Jumar a reçu pour mission d'essayer de parvenir à un accord national sur la question autochtone. Une terre a déjà été négociée là-bas, dans le dossier du Mato Grosso do Sul, où le gouvernement fédéral a acheté 10 000 hectares de terre pour garantir que les Indiens Guarani Kauai puissent utiliser une partie de cette terre. Et nous allons comprendre, vous savez, qu'il doit y avoir une commission de négociation qui implique les autochtones, la Chambre, la Cour suprême fédérale et le gouvernement qui discutent de cette question du marco temporal. Il faut résoudre cela pour mettre fin à la violence. Ici, en Bahia, on parle chaque jour d'un conflit. On m'interroge tous les jours sur le conflit des autochtones en Bahia, un conflit entre pauvres. C'est un conflit entre pauvres. Vous avez un groupe d'autochtones pauvres qui veulent rester sur leur terre, qui historiquement leur appartient, et vous avez des personnes qui y vivent depuis des dizaines d'années, depuis 50 ans, qui pensent que la terre leur appartient. Nous ne voulons pas qu'il y ait de conflit. Donc, nous allons devoir perdre. Plus de temps dans un environnement de négociation pour que nous puissions nous mettre d'accord. Nous avons plusieurs conflits de cette nature au Brésil, des villes construites sur des terres autochtones, et nous allons devoir trouver un accord, parce que je ne peux pas déplacer la ville ou en expulser les habitants. Je ne peux pas expulser tout le monde. Il me faut une solution pacifique pour résoudre ce problème. C'est un problème sérieux, mais qui a une solution si nous, vous savez, consacrons beaucoup, mais vraiment beaucoup de temps pour que nous puissions négocier avec les deux parties. Je ne veux pas que les pauvres se battent entre eux. Je ne veux pas que les autochtones se battent avec les travailleurs ruraux qui sont là aussi pour survivre avec leurs familles.
Je veux qu'on trouve un accord et que chacun reste de son côté pour qu'on puisse résoudre ça pacifiquement. Il y a de la terre. Il y a de la terre. S'il faut acheter, on a de l'argent pour acheter de la terre. Ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord. Avec le tout ou rien, on finit sans rien. En ce qui concerne l'utilisation des forces fédérales de sécurité pour... La force de sécurité n'intervient que lorsque l'État la demande ou en a besoin. Aucune intervention n'est faite avec la force de sécurité. S'il y a un conflit que la politique locale n'arrive pas à gérer, dans certains États, la politique prend parti, vous savez, elle choisit un camp. En général, elle soutient le plus fort. Alors, la force nationale intervient. Et alors, quand elle sera appelée, quand le gouverneur en fera la demande, la force nationale sera disponible pour intervenir. Très bien. Monsieur le Président, nous avons la question de la criminalité au Brésil. C'est malheureusement une réalité nationale. Les chiffres dans notre réalité bayanaise ont un grand impact sur la question de la guerre entre les factions, avec des innocents pris entre deux feux. C'est une question sensible pour le Brésil. Je voudrais vous entendre à ce sujet. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et, effectivement, du point de vue du gouvernement fédéral, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que nous puissions changer cette réalité si terrible pour le pays tout entier? Écoutez, laissez-moi vous dire Ricardo Melo. Pendant très longtemps, il y a eu au Brésil une discussion qui, à mon avis, n'a mené à rien, à savoir qui commande la police, qui s'occupe de la sécurité. Si vous regardez la Constitution, la sécurité en elle-même est de la responsabilité du gouverneur de l'État qui dispose de la police militaire, de la police civile et de la police fédérale. Vous voyez ? Et les forces armées non concernées par cette affaire, ainsi que la police routière fédérale. Le ministre Lewandowski a envoyé une proposition d'amendement constitutionnel au Congrès national, une proposition pour mieux définir la participation du gouvernement fédéral dans la lutte contre le crime organisé et contre la criminalité en général. J'ai vu une discussion entre Rui Costa et Lewandowski. Rui Costa a affirmé au ministre Lewandowski que le Fonds national de sécurité publique contient 2 milliards de réais, c'est exact. Rui a dit « Mais c'est une plaisanterie, monsieur le ministre. Rien qu'à Bahia, je dépense 8 milliards. 2 milliards pour tout le Brésil ne suffiront pas. » Alors, qu'est-ce que nous voulons discuter ? Nous voulons discuter dans le cadre de l'APEC ce qui suit. Nous avons déjà eu 3 réunions avec le gouverneur de l'État. Certains sont contre, d'autres favorables. Ce que nous voulons construire, c'est un partenariat civilisé entre le gouvernement de l'État et le gouvernement fédéral pour que le gouverneur sache quel est le rôle de chacun. Où est-ce que le gouvernement fédéral intervient ? Est-ce qu'il est là seulement pour donner de l'argent, ou bien a-t-il une participation dans les décisions politiques concernant la lutte pour la sécurité ? Nous assumerons plus de responsabilités face au crime organisé à nos frontières. Nous sommes en train de structurer la police fédérale. Nous avons déjà installé une base de la police fédérale à Manaus pour que nous puissions prendre soin, vous savez, de l'Amazonie, pour lutter contre l'exploitation minière illégale, pour lutter contre les bûcherons illégaux, pour lutter contre la contrebande à notre frontière. Mais il faut faire beaucoup plus. Donc cette PEC va permettre que, lors de la discussion au Congrès national, nous puissions définir clairement la chose suivante. Comment le gouvernement fédéral va participer activement à la lutte contre le crime organisé, à la lutte contre la criminalité et la violence au Brésil, parce qu'elle ne cesse de croître chaque jour. Elle grandit chaque jour davantage aussi. Le peuple perd confiance dans la police. La police doit être une sorte de gardienne de la société. La société, quand elle voit un policier, elle doit voir une personne qui va l'aider à faire quelque chose. Parfois, au Brésil, le policier est perçu comme l'adversaire de celui qui a besoin de la police. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est de trouver une formule qui n'a rien de magique, c'est une formule civilisatrice, c'est une entente entre le gouvernement de l'État et le gouvernement fédéral pour savoir où chacun intervient. Aujourd'hui, le crime organisé est très grave, Ricardo Melo, car c'est une industrie multinationale. Il a des ramifications dans le pouvoir judiciaire, dans le pouvoir politique, dans le football, tu sais, il a des ramifications partout. D'accord ? Le crime organisé est partout, absolument partout. Il a des ramifications internationales. Donc, pour affronter le crime organisé, il faut qu'on soit plus professionnel, investir beaucoup dans le renseignement pour qu'on puisse combattre ce fléau qui est une plaie dans le monde entier. Et au Brésil, elle grandit parce que dans certains États, une grande partie de la police est complice de cela. Monsieur le Président, notre interview touche à sa fin. Je pensais que nous étions au début. Je pensais aussi que c'était le début, mais je souhaite encore vous écouter avant de conclure. Quels projets et opportunités prévoyez-vous encore durant votre mandat pour l'État de Bahia ?
Écoute, laisse-moi te dire, nous avons le PAC en Bahia, qui est un PAC puissant en Bahia, tu sais, Ricardo Mello. Le PAC en Bahia semble représenter 107 milliards de réais, dont 32 milliards ont déjà été exécutés. Autrement dit, il y a beaucoup de choses en Bahia. Il y a beaucoup de choses en Bahia. Il y a des projets d'adduction d'eau, des projets d'irrigation, il y a le programme Minha Casa Minha Vida, il y a des choses dans le domaine de la santé. Ce que nous avons fait maintenant, c'est que nous avons créé un programme, tu sais, qui est le suivant. Il s'appelle Agoratem Especialista. Quel est le problème de Ricardo Mello? Ricardo Mello quitte son travail à Rede Globo, rentre chez lui et se sent mal. Il se rend donc dans la première UPA qu'il trouve. Alors le médecin reçoit Ricardo Mello et dit « Écoutez, vous avez besoin d'un cardiologue. » Ricardo Mello prend rendez-vous avec le cardiologue, il faut attendre 10 à 11 mois. Chez le cardiologue, on lui prescrit une IRM avec encore 10 mois d'attente alors que personne n'attend. 20 mois pour se faire soigner. Maintenant, il y en aura, nous travaillons là-dessus en ce moment, tu sais, dans un effort coordonné, y compris avec les hôpitaux privés, pour que nous puissions faire en sorte qu'en moins de 30 jours, la personne puisse passer les examens qu'elle doit faire. Si je vais chez le médecin et qu'il m'oriente vers un spécialiste, il faut voir ce spécialiste immédiatement. S'il demande une radiographie, ça doit être rapide. On ne peut pas. C'est un nouveau programme que nous pensons pouvoir conclure d'ici la fin du mois d'août. Notre objectif, autrefois, des personnes mouraient faute de pouvoir acheter des médicaments malgré une ordonnance. Nous avons donc commencé à offrir 41 médicaments gratuits via le programme Pharmacia Popular. 41 médicaments gratuits pour que personne ne meure faute de médicaments. Maintenant, il y aura aussi l'accès à un spécialiste. Alors nous allons aussi offrir l'accès à un spécialiste, tu sais, et lui donner la machine pour qu'il fasse la radiographie, l'IRM ou ce qu'il veut. Tomodensitométrie, il doit avoir ce droit, et c'est ce que nous faisons maintenant. Ricardo Mello, ce pays était tellement dévasté que lorsque nous sommes arrivés à la présidence, il n'y avait que 12 000 médecins nationaux aujourd'hui. Nous avons déjà 28 000 médecins, mec. C'est l'essentiel dont le peuple a besoin. C'est l'essentiel. Alors, mon cher, c'est comme ça. Je suis convaincu, Ricardo. Je suis convaincu que la Bahia, pas seulement la Bahia, a beaucoup de choses, parce que Rui Costa est le chef de la Casa Civile. C'est lui qui définit les priorités. Alors je garde juste un œil pour voir s'il ne favorise pas la Bahia. Regardez, les gens, vers le bas. Monsieur le Président, Nous resterions ici à discuter davantage. Le journal touche à sa fin. Je tiens à vous remercier encore une fois, malgré votre emploi du temps chargé, de nous avoir reçus ici. Enfin à l'hôtel. Un rendez-vous est prévu au doigt de Julot, puis il part pour l'Argentine plus tard dans l'après-midi. J'irai en Argentine demain pour recevoir la présidence du Mercosur et je vais vous annoncer une nouvelle. Je signerai l'accord Mercosur-Union européenne pendant mon mandat de président du Mercosur. Ce sera le plus grand accord commercial de l'histoire. Cela concerne 722 millions d'habitants et un PIB de 27 000 milliards de dollars. En somme, de nombreuses opportunités d'affaires s'offriront à nous dans le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président.